Il existe un livre paru en 1978 qui décrit notre époque mieux que n'importe quel essai contemporain. Un livre qui ne parle ni de numérique, ni de mondialisation, ni de cette fatigue sourde que nous portons tous sans savoir la nommer. Et pourtant, il parle exactement de tout cela. Ce livre, c'est La Bille-Bode d'Henri Vincenot. Et il commence là où nous avons cessé d'écouter. Dans la terre, sous les arbres, au creux d'une combe bourguignonne où le silence avait encore un nom. Vincenot écrit cette phrase et elle suffit à tout contenir. Toute chose t'appartient, que tu peux amasser dans ta mémoire et conserver dans ton cœur. C'est une phrase de grand-père murmurée à l'oreille d'un enfant. Elle n'a pas pris une ride. Elle dit que la vraie richesse n'a jamais eu besoin de coffre. Que la seule propriété que personne ne peut vous prendre est celle que vous avez su regarder assez longtemps pour qu'elle entre vous et y demeure. Et si nous avions perdu quelque chose d'essentiel sans même nous en apercevoir? Et si la réponse à cette inquiétude qui ne nous quitte plus dormait dans les mots d'un vieux chasseur bourguignon du début du siècle dernier? Vincenot était peintre, sculpteur, écrivain, fils et petit-fils de cheminot. Né à Dijon en 1912, mort dans la même ville en 1985, il n'a jamais quitté sa Bourgogne que contraint et blessé. Quand La Bille-Bode paraît, il a 66 ans. Il se penche sur son enfance comme on se penche sur un puits, pour y retrouver une eau que le monde d'en haut a tarie. Et ce qu'il remonte de ce puits nous désaltère encore. C'est le voyage que je vous propose. Nous allons d'abord plonger dans un mot, Bille-Bode, qui contient à lui seul toute une philosophie de vie. Nous entrerons ensuite dans le monde enchanté de l'enfance du narrateur, guidé par un grand-père hors du commun. Puis nous verrons comment la machine a brisé cet enchantement, lentement, méthodiquement, comme on abat une forêt, arbre après arbre. Et nous découvrirons enfin comment un homme a choisi de résister, de reconstruire, de replanter. Et pourquoi son combat nous concerne tous, ici, maintenant, à cet instant précis où vous m'écoutez. Approchez-vous. Ce qui va suivre est une confidence. La Bille-Bode. Écoutez ce mot. Il roule dans la bouche comme un galet de rivière. Il sent la mousse et le sous-bois. C'est un terme de chasse. Il désigne la plus humble des pratiques. Chasser au hasard des rencontres, sans plan, sans rabatteur, sans meute savante. Le chasseur à la Bille-Bode part seul ou avec son chien. Il marche, il écoute, il suit ce que la forêt veut bien lui offrir. Il ne commande rien, il reçoit. Vincenot a choisi ce mot comme titre, et ce choix est un manifeste. La Bille-Bode, c'est le contraire exact de nos vies planifiées, de nos agendas verrouillés, de cette obsession moderne qui voudrait que chaque heure serve à quelque chose.
Chasser à la bibode, c'est accepter que le chemin se dessine en marchant. Que l'imprévu n'est pas un ennemi mais un maître. Que la plus belle prise est souvent celle qu'on n'attendait pas. Et c'est un grand-père qui enseigne cela au jeune Henri. Le tremblot. Maître bourrelier, compagnon du devoir, chasseur dans l'âme. Il faut imaginer cet homme. Ses fortes chaussures maculées debout. Sa cartouchière sur le ventre. Sa cravate nouée de travers. Sur un col de percale à petites fleurs. Le tremblot ne ressemble à rien de ce que l'école enseigne. Il est la forêt faite homme. Il connaît chaque trace sur le sol, chaque froissement dans les feuilles, chaque odeur portée par le vent d'ouest. Là où l'instituteur impose le français administratif, ce grand-père transmet une autre langue. Le jargon de la forêt, précis comme un scalpel, poétique comme un chant, et que nulle académie n'a jamais su consigner. Nous sommes des manants. Il nous faut faire une chasse de manants, pas une chasse de seigneurs, dit le tremblot. Et dans cette phrase, il n'y a aucune honte. Il y a une fierté de granit. La noblesse de ceux qui n'ont besoin de personne, qui tirent leur dignité, non pas d'un titre ou d'un patrimoine, mais de ceux qu'ils savent faire de leurs mains et de ceux qu'ils savent lire dans le monde. Autour de l'enfant, une constellation extraordinaire veille. 6 grands-mères, 5 grands-pères, chacun porteur d'un savoir que nul diplôme ne certifie. La mémère Nanette guérit avec les simples et le pouvoir du nombre 9. Le grand-père forgeron lit dans le métal comme d'autres dans les livres. On mange ensemble, on se raconte des histoires, on transmet sans le savoir une science totale. Médecine, artisanat, gastronomie, lecture des saisons, qui n'a rien à envier aux universités. Ce n'est pas du folklore, c'est une civilisation. Et cette civilisation avait un défaut impardonnable aux yeux du siècle qui venait. Elle n'avait besoin de rien acheter. Un matin, quelque chose arrive dans le paysage. Une machine. La faucheuse McCormick. Elle est grande, elle est métallique. Et elle fait en 1 heure le travail de 10 hommes. Les villageois la regardent passer, comme on regarde un présage. Et un homme parle. On l'appelle La Gazette. C'est un vagabond, un prophète des chemins creux. Un de ces êtres qui voient plus loin que les autres, parce qu'ils n'ont rien à perdre. La Gazette dit: chaque fois qu'un croquant achète une machine Cormick, ça tue 10 faucheurs. 10 faucheurs. 10 paires de bras qui ne serviront plus. 10 familles
qui devront quitter la terre pour aller chercher du travail en ville. 10 manières de tenir la faune, de lire le vent, de sentir le moment exact où l'herbe est prête. 10 savoir-faire engloutis dans le silence d'un moteur. Vincenot ne parle pas d'économie, il parle de disparition. Ce qui meurt avec chaque machine qui arrive, ce n'est pas un emploi, c'est un fragment d'humanité. Puis vient la première automobile, puis la péniche à moteur. Chaque invention repousse un peu plus loin la frontière du silence. Les jeunes partent. Les villages se vident. Et ceux qui restent regardent le monde changer avec cette stupeur calme des arbres qui voient monter les eaux. Et il y a Sandron, le grand-père paternel. Celui-là était forgeron d'élite, compagnon du devoir lui aussi, artiste du métal. Ses mains savaient façonner le fer comme un sculpteur façonne l'argile. Puis un jour, fasciné par la locomotive, Sandro quitte la forge pour devenir mécanicien de train. Il entre dans la machine. Et la machine le dévore. Il meurt étouffé par les poussières de charbon, les poumons noirs, le souffle coupé. L'homme qui maîtrisait le fer à main nue est tué par le fer qu'il a choisi de servir. Vincenot ne commente pas cette mort. Il la pose devant nous, comme on pose une pierre sur une tombe. Et le silence qui suit dit tout ce que les mots ne disent pas. Car ce n'est pas seulement une machine qui arrive, c'est tout un monde qui s'efface. La taille, ces planchettes de bois que le boulanger entaillait pour compter les pains, disparaît au profit du carnet à souche. La médecine des grands-mères recule devant le docteur diplômé. Les veillées, où on racontait l'histoire du pays, cèdent la place au journal imprimé à Paris. Chaque innovation supprime un lien, remplace une confiance par un contrat, substitue une dépendance à une autonomie. Vincenot ne pleure pas ce monde comme un vieillard pleure sa jeunesse. Il le décrit comme un ethnologue décrirait une civilisation disparue, avec la précision de celui qui sait que ce qu'il note n'existera plus demain. Et dans ce naufrage, il pose une idée étrange, presque scandaleuse. Quand les lois protègent les machines contre les hommes, quand le système légal organise la dépossession de ceux qui vivent libres, alors la résistance silencieuse du paysan qui continue à braconner, à troquer, à vivre selon ses propres règles. Cette résistance n'est pas un délit. C'est le dernier geste de dignité qui reste à celui qu'on a dépouillé de tout. Vincenot ne fait pas l'apologie du désordre. Il constate simplement que lorsqu'un ordre devient inhumain, la désobéissance devient une forme de fidélité à quelque chose de plus grand que la loi. La péniche à moteur, baptisée l'Oural, remonte le canal. Son bruit couvre le chant des oiseaux. Et dans ce bruit,
Vincenot entend le grondement d'une époque qui ne s'arrêtera plus. Le drame de Vincenot, c'est d'être doué. Il réussit tout ce qu'on lui demande de réussir. Le certificat d'études, le collège Saint-Joseph de Dijon, puis l'école des hautes études commerciales à Paris en 1930. Chaque diplôme est une marche de plus vers la lumière, disent les autres. Chaque diplôme est une marche de plus loin de sa terre, sait-il au fond de lui. À Paris, il découvre ce que c'est d'avoir froid au milieu des hommes. Non pas le froid du corps, le froid de l'âme. La solitude des foules, l'anonymat des rues, l'air qui ne sent plus rien, les arbres qu'on ne sait plus nommer. Et dans un amphithéâtre, il découvre une horloge pointeuse, un appareil devant lequel chaque étudiant doit enregistrer son arrivée et son départ. Son père, quand il l'apprend, prononce une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre. C'est le déshonneur. Car l'horloge pointeuse dit ceci à un homme: ton temps ne t'appartient plus. Et un homme à qui le temps n'appartient plus est un homme qui a cessé d'être libre. C'est l'antithèse exacte de la billubode, l'inverse absolu de cette vie où l'on partait chasser au lever du jour sans savoir quand on rentrerait, parce que le temps appartenait à la forêt, au gibier, au rythme du monde et non à une aiguille sur un cadran. Pour survivre, le jeune Henri dessine, seul dans sa chambre parisienne. Il trace de mémoire les cartes de ses forêts natales. Chaque vallon, chaque sentier, chaque source. Il redessine ce que la distance lui a pris. Et ce geste contient déjà tout le livre que nous lisons. Car la billebode n'est rien d'autre que cela. Une immense carte dessinée de mémoire. Une cartographie du cœur, dressée par un homme qui refuse d'oublier. Puis vient le moment qui change tout. Lors d'une battue au sanglier, le jeune Vincenot, 17 ans, s'égare en pleine forêt. Il marche longtemps. Et, dans une combe oubliée, il découvre un hameau en ruine. Des murs effondrés, des ronces qui mangent les pierres, un silence épais comme de la mousse. La Peuriotte. Un lieu sans nom sur les cartes. Un lieu que le monde a abandonné. Et là, dans ce lieu mort, quelque chose de vivant se lève en lui. Quelque chose qui ressemble à une promesse faite non pas aux hommes, mais à la terre elle-même. Un serment. Il reviendra. Il relèvera ses murs. Il fera renaître ce hameau. Il y fondera un foyer. Il appellera plus tard cette aventure la folie de sa vie. Et il y consacrera chaque été, chaque congé, chaque souffle disponible. Le livre s'achève sur une rencontre. Vincenot la nomme sa Béatrice, comme Dante nommait la sienne.
une femme de la terre. Une femme qui accepte de bâtir une vie dans cette combe sauvage, de planter là où d'autres n'ont vu que des ruines. Ce n'est pas une fuite vers le passé, c'est un acte de fondation. Vincenot ne restaure pas un musée, il plante un arbre. Et derrière cet arbre, il y a les femmes de tout le livre. Les grands-mères, les guérisseuses, les mères silencieuses, celles qui transmettent sans bruit, qui maintiennent le fil quand tout menace de rompre. Elles connaissent les plantes qui soignent, les gestes qui apaisent, les mots qui relient une génération à la suivante. Vincenot le sait et il écrit sans détour. La stabilité d'un monde repose sur celles qui en tiennent la trame invisible, sur celles qui portent la mémoire, quand les hommes portent les outils. Cette vérité a peut-être changé de forme au fil des décennies, mais elle n'a pas changé de nature. Ce qui se transmet de mère en fille ne s'apprend dans aucune école, et c'est peut-être ce qui dure le plus longtemps. Trois mouvements traversent ce livre, comme trois saisons traversent une vie. Un monde enchanté existait, tissé de savoirs anciens, de gestes transmis, de confiance entre les êtres et la terre. Ce monde a été détruit, méthodiquement, par la machine et la vitesse, par l'exode et l'oubli. Et un homme a décidé de reconstruire, pierre après pierre, au fond d'une combe où personne ne regardait plus. Ces trois temps ne sont pas seulement ceux de Vincenot, ce sont les vôtres. Vous aussi, vous avez connu un enchantement, un lieu, une voix, un matin d'enfance où le monde vous appartenait tout entier. Vous aussi, vous avez été arraché par la vitesse, par le bruit, par cette injonction permanente à devenir autre chose que ce que vous étiez. Et vous aussi, quelque part en vous, vous cherchez votre périote, ce lieu intérieur que le monde a oublié, mais qui vous attend encore. L'exode rural que Vincenot dénonçait s'est généralisé à l'échelle du monde. La perte des savoir-faire qu'il pleurait est devenue un sujet de colloques internationaux. Et cette sobriété heureuse qu'il décrivait, bien avant que le terme n'existe, est aujourd'hui l'horizon de millions de personnes en quête de sens. Vincenot n'était pas un homme du passé, il était un homme de l'avenir. Alors, je vous pose cette question. Et elle n'appelle pas de réponse immédiate, seulement un silence. Quel est le lieu, le savoir, le lien que vous portez en vous et que vous avez peut-être cessé de nourrir?
Quel est votre bille-bode? Cette part de vous qui refuse l'itinéraire tracé d'avance et qui voudrait suivre le chemin que lui dicte son instinct, ne serait-ce qu'un instant. La réponse n'appartient qu'à vous. Mais le simple fait de poser la question est déjà un premier pas sur le sentier. Et si vous êtes encore là, si vous avez marché jusqu'ici avec moi, c'est peut-être que quelque chose dans cette voix, venue d'une combe bourguignonne, a trouvé un écho dans votre propre forêt intérieure. Les livres sont des semences. On ne sait jamais quand ils germent, ni quelle forme ils prendront en nous. Mais ils travaillent, en silence, longtemps après qu'on les a refermés. Chacun de vous porte en lui un hameau en ruine qui attend d'être relevé. Et le plus beau des voyages est celui qui ne nécessite ni billets, ni valise. Seulement le courage de rentrer chez soi, au plus profond de soi. Quelque part, dans une forêt qui n'a pas de nom sur les cartes, un sentier vous attend. Il a toujours été là. Merci d'avoir fait ce chemin avec moi.